La guerre diplomatique RDC-Rwanda. Qui gagne vraiment? Vous savez, quand on observe le conflit entre la RDC et le Rwanda depuis janvier 2025, on se retrouve face à une question fascinante. Qui gagne vraiment sur le plan diplomatique? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître. Il ne s'agit pas simplement d'une victoire militaire sur le terrain, mais d'une bataille complexe qui se joue dans les salles de négociation à Washington, à Doha et aux Nations Unies. Permettez-moi de vous guider à travers cette analyse. Ce que je vais faire, c'est examiner les faits, décortiquer les manœuvres diplomatiques et essayer de comprendre qui, entre Kinshasa et Kigali, sort véritablement gagnant de cette guerre des perceptions et des alliances internationales. Le contexte, une escalade dramatique. Commençons par poser le décor. En janvier 2025, le mouvement M23, soutenu par le Rwanda selon les Nations Unies et la communauté internationale, a lancé une offensive majeure qui a abouti à la prise de Goma, la capitale du Nord Kivu. Cette ville, vous comprenez, n'est pas n'importe quelle ville. C'est un centre stratégique, une zone riche en minéraux, et sa chute a provoqué le déplacement de plus de 400 000 personnes. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a qualifié le soutien militaire rwandais au M23 de déclaration de guerre. C'est fort comme mot. Le 25 janvier 2025, la RDC a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda, rappelant son personnel d'ambassade et ordonnant la fermeture de l'ambassade rwandaise à Kinshasa. Mais voilà ce qui est intéressant. Malgré cette rupture dramatique, les deux pays se sont retrouvés quelques mois plus tard à Washington pour signer un accord de paix. Paradoxal, n'est-ce pas? L'approche diplomatique de la RDC entre faiblesse et pragmatisme les défis de Kinshasa. Analysons d'abord la position de la RDC. Le président Félix Tshisekedi se trouve dans une situation diplomatique extrêmement délicate. Sur le plan militaire, son armée, les FARC, a été mise en déroute. Les rebelles du M23, avec l'appui présumé de 4 000 à 12 000 soldats rwandais selon différentes estimations, contrôlent désormais Goma et Bukavu, les deux capitales provinciales du Nord et du Sud Kivu. Face à cette réalité militaire amère, Tshisekedi a dû faire des choix diplomatiques difficiles. Pendant longtemps, il a refusé catégoriquement de négocier avec le M23, considérant cette rébellion comme un groupe terroriste et un proxy du Rwanda. Mais la perte de Goma l'a forcé à reconsidérer sa position. La stratégie de l'internationalisation. Ce que Tshisekedi a fait de manière assez habile, c'est d'internationaliser le conflit. En février 2025, il a envoyé une lettre au président américain Donald Trump offrant aux États-Unis un accès aux minéraux critiques de la RDC en échange d'une assistance sécuritaire. C'est un mouvement pragmatique, même si certains analystes, comme Jacob Kerstan de la Fondation Konrad Adenauer, y voient un gain politique pour Tshisekedi en attirant les États-Unis dans le processus de négociation. Le 27 juin 2025, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé les accords de Washington pour la paix et la prospérité, sous médiation américaine. Puis, le 4 décembre 2025, les présidents eux-mêmes ont signé l'accord lors d'une cérémonie présidée par Donald Trump. Les limites de la victoire diplomatique congolaise. Mais regardons les choses en face. Que contient vraiment cet accord? Le Rwanda s'engage à retirer ses troupes dans les 90 jours, tandis que la RDC promet de neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, cette milicitude que Kigali considère comme une menace existentielle. Le problème? En septembre 2025, les troupes rwandaises n'avaient toujours pas quitté le territoire congolais. Pire encore, selon l'ONU, les violences ont continué et même augmenté après la signature de l'accord. Comme l'a déclaré Martha Ama Akia-Pobe, secrétaire générale adjointe de l'ONU pour l'Afrique, l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain n'a pas correspondu aux progrès réalisés sur le front diplomatique. Et puis il y a ces critiques cinglantes de l'ancien président Joseph Kabila qui a qualifié l'accord de théâtre diplomatique en raison de l'absence du M23 et d'autres groupes de l'Est du Congo dans les négociations. Cette observation n'est pas anodine. Comment peut-on prétendre résoudre un conflit sans inclure tous les acteurs qui se battent sur le terrain? L'approche diplomatique du Rwanda, une stratégie de fait accomplit la position de force de Kigali. Passons maintenant au Rwanda. Si on analyse froidement la situation, force est de constater que Kigali a mené une campagne diplomatique remarquablement efficace, bien que controversée. Le président Paul Kagame a maintenu une ligne de défense cohérente tout au long du conflit. Le Rwanda nie officiellement soutenir le M23. Selon la version officielle de Kigali, les troupes rwandaises en RDC sont des mesures défensives contre les rebelles anti-Rwanda, notamment les FDLR. Cette position,
bien que contredit par les rapports de l'ONU et les services de renseignement occidentaux, a permis au Rwanda de négocier depuis une position de force tout en maintenant une certaine plausibilité démentielle. Les victoires diplomatiques tacites. Regardez ce que le Rwanda a obtenu dans les accords de Washington. L'accord permet explicitement à Kigali de maintenir ses mesures défensives dans l'est du Congo jusqu'à ce que les FDLR et les groupes armés affiliés soient neutralisés. C'est une formulation extraordinairement avantageuse pour le Rwanda. Concrètement, cela signifie que le Rwanda peut légitimer sa présence militaire en RDC aussi longtemps que les FDLR existent. Et qui décide quand les FDLR sont vraiment neutralisés? Voilà une question à laquelle l'accord ne répond pas clairement. De plus, l'accord établit un cadre d'intégration économique régionale entre les deux pays, centré sur le commerce des minéraux critiques et impliquant les États-Unis. Pour un pays qui a été accusé pendant des décennies par les enquêteurs de l'ONU d'exploiter illégalement les ressources minérales congolaises, c'est une légitimation économique considérable. Le contrôle du terrain comme levier diplomatique. Le M23 et les forces rwandaises contrôlent toujours Goma et Bukavu, deux villes stratégiques riches en minéraux et essentielles pour le commerce transfrontalier. Comme l'ont noté plusieurs commentateurs, le M23 dispose d'un levier considérable grâce à ce contrôle territorial, indépendamment du soutien rwandais. En décembre 2025, alors même que le président signait l'accord à Washington, le M23 soutenu par le Rwanda a lancé une nouvelle offensive à Uvira, dans le sud Kivu, faisant au moins 400 morts et déplaçant plus de 200 000 personnes. Cette capacité à poursuivre les opérations militaires tout en participant au processus de paix démontre la confiance et la force de la position rwandaise. Le rôle des États-Unis, le troisième joueur. Il serait incomplet d'analyser cette guerre diplomatique sans examiner le rôle des États-Unis. L'intervention américaine a fondamentalement changé la dynamique du conflit. L'intérêt stratégique américain. Pourquoi Washington s'est-il soudainement intéressé à ce conflit africain? La réponse est simple, les minéraux. L'Est de la RDC regorge de cobalt et de coltan, essentiels pour les industries de haute technologie américaines. En mars 2025, l'administration Trump a nommé Massad Boulos, un homme d'affaires, au département d'État spécifiquement pour médier un accord visant à mettre fin au conflit en RDC. C'est révélateur, les États-Unis ne s'engagent pas par altruisme, mais par intérêt stratégique. L'éclipse des médiateurs africains. Ce qui est frappant, c'est comment l'intervention américaine a marginalisé les efforts de médiation africains. L'Angola, sous la présidence de João Lourenço, menait des efforts de médiation depuis 2022 dans le cadre du processus de Luanda. Le 18 mars 2025, alors que des pourparlers étaient prévus à Luanda, les présidents Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés à Doha et ont annoncé un cessez-le-feu immédiat, prenant complètement par surprise les médiateurs. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a exprimé sa surprise et a souligné que tous les efforts pour résoudre le conflit sont les bienvenus, mais les problèmes africains nécessitent des solutions africaines. Peu après, Luanda a annoncé la fin de ses efforts de médiation. Les processus de Nairobi et de Luanda, impliquant la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté de développement de l'Afrique australe et l'Union africaine, ont été éclipsés par les voix de Doha et de Washington. Comme l'a observé un analyste du Valdez Club, l'accord de Washington bloqué entre la RDC et le Rwanda met en évidence l'efficacité limitée de la diplomatie transactionnelle de Trump comme outil pour résoudre les conflits régionaux chauds. Analyse comparative. Qui gagne diplomatiquement? Maintenant, essayons de répondre à la question centrale. Qui gagne diplomatiquement? Les gains du Rwanda. Si je dois être objectif, le Rwanda semble avoir marqué plusieurs points diplomatiques importants. Premièrement, Kigali a réussi à légitimer sa présence militaire en RDC par le biais d'un accord international parrainé par les États-Unis. Les mesures défensives sont maintenant un terme accepté dans un document diplomatique formel. Deuxièmement, le Rwanda a obtenu un cadre d'intégration économique qui pourrait légaliser son accès aux ressources minérales de l'Est du Congo, un arrangement qui implique les États-Unis et donc offre une légitimité internationale. Troisièmement, malgré la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamne les actions du M23 et appelle le Rwanda à cesser son soutien, Kigali a réussi à négocier un accord qui ne le sanctionne pas directement et qui place la neutralisation des FDLR comme condition préalable au retrait rwandais. Quatrièmement, le contrôle territorial du M23 à Goma et Bukavu reste intact, même après la signature de l'accord. C'est un fait accompli militaire que la diplomatie n'a pas réussi à renverser. Cinquièmement, le Rwanda a réussi à diviser la médiation internationale, jouant Washington contre les médiateurs africains et utilisant les processus parallèles de Washington et Doha pour maximiser son avantage.
Les gains de la RDC. Pour être équitable, la RDC a également obtenu certains résultats. Premièrement, Tshisekedi a réussi à internationaliser le conflit et à obtenir l'engagement des États-Unis. Comme l'a noté Jacob Kerstan, c'est un gain politique de faire entrer les États-Unis dans le processus de négociation. Deuxièmement, l'accord de Washington reconnaît formellement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, même si cette reconnaissance reste largement symbolique tant que les troupes rwandaises et le M23 occupent le terrain. Troisièmement, la RDC a obtenu un engagement formel du Rwanda de retirer ses troupes dans les 90 jours, même si cet engagement n'a pas été respecté. Quatrièmement, en acceptant de négocier avec le M23 à Doha, après des années de refus, Tshisekedi a démontré une flexibilité pragmatique qui pourrait éventuellement mener à une solution politique. Le verdict, une victoire rwandaise nuancée. Si je dois trancher, je dirais que le Rwanda est en train de gagner la guerre diplomatique, mais ce n'est pas une victoire totale ni définitive. Le Rwanda a réussi à transformer une position militairement forte en avantage diplomatique concret. L'accord de Washington, loin de contraindre Kigali, lui offre une couverture légale pour sa présence en RDC. Le fait que les combats continuent même après la signature de l'accord suggère que le Rwanda a obtenu ce qu'il voulait, une reconnaissance internationale qui ne le force pas vraiment à changer son comportement sur le terrain. Mais cette victoire a un coût. Le Rwanda fait face à des critiques croissantes de la communauté internationale. La résolution 2773 de l'ONU, adoptée en février 2025, condamne explicitement les actions du M23 et appelle le Rwanda à mettre fin à son soutien. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont publiquement critiqué le soutien rwandais au M23. L'Union européenne a déclaré que le Rwanda doit cesser son soutien au M23 et se retirer. De plus, les relations du Rwanda avec ses voisins se sont détériorées. Le Burundi, qui a déployé jusqu'à 25 000 soldats pour aider la RDC contre le M23, a fermé sa frontière avec le Rwanda en 2024 et accuse Kigali de soutenir les rebelles burundais. Les tensions entre le Rwanda et le Burundi ont même conduit à des accusations mutuelles de violation du cessez-le-feu. Les faiblesses structurelles de la diplomatie actuelle. Ce qui me frappe le plus dans cette analyse, c'est la faiblesse fondamentale des processus diplomatiques actuels. L'exclusion des acteurs clés. L'accord de Washington ne inclut pas le M23. Les pourparlers de Doha entre la RDC et le M23 ont produit un accord-cadre en novembre 2025, mais celui-ci n'a guère progressé sur l'établissement d'un cessez-le-feu ou sur des arrangements politiques et sécuritaires. Comment peut-on espérer une paix durable sans inclure tous ceux qui ont des armes sur le terrain? De plus, les acteurs locaux, y compris les milices et les communautés affectées, ont critiqué leur exclusion des pourparlers de paix. Les solutions miracles, comme la neutralisation des FDLR, un élément central de l'accord de Washington, sont peu susceptibles de réussir sans aborder la dynamique de mobilisation plus large qui est renforcée par la présence continue de forces étrangères. Le fossé entre la diplomatie et la réalité. Martha Ama Akia-Pobe a parfaitement résumé le problème. Le progrès diplomatique ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Les accords sont signés dans des capitales lointaines, les présidents se serrent la main devant les caméras. Mais pendant ce temps, les civils continuent de mourir, les femmes sont violées, les enfants sont recrutés de force. Amnesty International a publié une déclaration cinglante. La signature prochaine de l'accord de paix entre les présidents de la RDC et du Rwanda à Washington intervient alors que la violence se poursuit dans l'est de la RDC avec d'immenses souffrances pour les civils. Des mois de discussions et la signature de multiples accords à Washington et à Doha n'ont eu aucun impact tangible sur la vie des civils congolais. L'inefficacité des mécanismes de mise en œuvre. L'accord de Washington prévoit un mécanisme de vérification ad hoc pour surveiller la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Mais qui compose ce mécanisme? Quels sont ses pouvoirs réels? Que se passe-t-il si le Rwanda ne respecte pas le délai de 90 jours, ce qui est déjà le cas? L'accord ne contient aucune disposition claire sur les sanctions en cas de non-respect. L'inefficacité des mécanismes de mise en œuvre. L'accord de Washington prévoit un mécanisme de vérification ad hoc pour surveiller la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Mais qui compose ce mécanisme? Quels sont ses pouvoirs réels? Que se passe-t-il si le Rwanda ne respecte pas le délai de 90 jours, ce qui est déjà le cas? L'accord ne contient aucune disposition claire sur les sanctions en cas de non-respect. Il n'y a pas de mécanisme coercitif pour garantir la mise en œuvre. C'est une diplomatie basée sur la bonne foi, dans un conflit où la mauvaise foi était la norme pendant 3 décennies. Les enjeux plus profonds, au-delà de la diplomatie. Pour vraiment comprendre qui gagne diplomatiquement, il faut regarder au-delà des accords et des déclarations. La question des minéraux.
N'oublions jamais que ce conflit est, au fond, une guerre pour les ressources. L'Est de la RDC contient d'immenses réserves de coltan, de cobalt, d'or et d'autres minéraux précieux. Le coltan est utilisé dans les smartphones et les ordinateurs portables. Le cobalt est essentiel pour les batteries de véhicules électriques. En décembre 2024, le gouvernement congolais a déposé une plainte devant un tribunal européen contre Apple, l'accusant d'utiliser des minéraux extraits illégalement du Congo. Cette action juridique souligne l'ampleur du problème. Les minéraux congolais alimentent l'économie mondiale, mais la RDC et sa population ne bénéficient que marginalement de cette richesse. Le Rwanda, selon les enquêteurs de l'ONU, a financé pendant des décennies des groupes armés en RDC, permettant l'exploitation de ces ressources. L'accord de Washington, en établissant un cadre d'intégration économique régionale centré sur le commerce des minéraux, pourrait en fait légaliser ce que beaucoup considèrent comme du pillage économique. La protection des Tutsis congolais. Le Rwanda invoque une obligation morale de protéger les Tutsis congolais, les Banyamulenge, qui sont une minorité au Nord Kivu. Étant donné le génocide de 1994 au Rwanda, où environ 800 000 Tutsis ont été tués, Kigali voit la protection des Tutsis congolais comme un devoir sacré. Cette justification a une certaine résonance émotionnelle et morale, même si elle est instrumentalisée à des fins géopolitiques. Le problème, c'est que l'intervention militaire rwandaise, loin de protéger les Tutsis congolais, a souvent exacerbé les tensions ethniques et mis en danger toutes les communautés de l'Est du Congo. La menace des FDLR. De son côté, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires légitimes concernant les FDLR, cette milicitude qui comprend des éléments responsables du génocide de 1994. Le président Kagame a qualifié les FDLR de menaces existentielles pour le Rwanda. Mais voici le paradoxe. La présence militaire rwandaise en RDC, censée neutraliser les FDLR, a en fait prolongé l'existence de ces groupes en les utilisant comme justification pour maintenir une présence permanente. C'est un cercle vicieux où la solution devient le problème. Les perspectives d'avenir, un chemin vers la paix ou l'enlisement. Alors, où allons-nous à partir de là? Les scénarios pessimistes. Le scénario le plus probable, malheureusement, est la continuation du conflit sous une forme de paix froide diplomatique. Les accords resteront largement non appliqués, comme c'est déjà le cas. Les troupes rwandaises ne se retireront pas complètement. Le M23 continuera de contrôler des territoires. Les combats sporadiques se poursuivront. Ce scénario est d'autant plus probable que les coûts de l'expansion de la guerre sont faibles pour le Rwanda. Comme l'a noté l'Institute for Security Studies, le Rwanda bénéficie de l'affaiblissement des normes internationales contre l'agression, tandis que le recul démocratique et l'aggravation de la stabilité politique en RDC n'ont suscité que des réponses internationales modérées. Il y a aussi le risque d'une régionalisation accrue du conflit. Les tensions entre le Rwanda et le Burundi, l'implication de l'Ouganda au Nord Kivu et à l'Ituri, la présence de troupes de la SAD qui ont maintenant en grande partie quitté le pays, tous ces facteurs créent un environnement instable où le conflit pourrait s'étendre. Les opportunités de paix. Mais il serait cynique de ne voir aucune opportunité. Jason Stern, un chercheur politique réputé, a déclaré que c'est la meilleure chance que nous ayons pour un processus de paix pour le moment, malgré tous les défis et les failles. L'engagement des États-Unis, malgré ses motivations intéressées, apporte une pression diplomatique que les acteurs régionaux seuls ne pouvaient pas exercer. Si Washington reste engagé et utilise son influence économique de manière constructive, il pourrait y avoir un chemin vers une stabilisation progressive. De plus, la fatigue de la guerre pourrait éventuellement forcer un règlement. Les civils congolais ont subi 3 décennies de conflit. Plus de 1,6 million de personnes ont été nouvellement déplacées depuis le début de 2025. Cette souffrance immense crée une pression morale et politique pour trouver une solution. Ce qu'il faudrait pour une paix réelle. Pour qu'une paix réelle soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies. Premièrement, tous les acteurs armés doivent être inclus dans les négociations. Cela signifie non seulement le M23, mais aussi les autres groupes armés de l'Est du Congo, les milices locales et même les représentants des communautés affectées. Deuxièmement, il faut aborder les causes profondes du conflit. La question foncière, le pouvoir local, la discrimination ethnique, la présence de groupes rebelles étrangers et surtout l'exploitation des ressources minérales. Troisièmement, il faut des mécanismes de mise en œuvre crédibles avec des sanctions claires en cas de non-respect. La diplomatie de la bonne foi ne fonctionne pas dans ce contexte. Quatrièmement, la solution doit être africaine. Comme l'a dit le ministre angolais des Affaires étrangères, les problèmes africains nécessitent des solutions africaines. L'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est et la SADC doivent reprendre le leadership du processus de paix.
Cinquièmement, la communauté internationale doit s'engager à long terme, non seulement avec des accords diplomatiques, mais avec un soutien concret pour le désarmement, la réintégration, la réforme du secteur de la sécurité et le développement économique de l'Est du Congo. Pour conclure cette analyse, je reviens à la question initiale. Qui gagne diplomatiquement entre la RDC et le Rwanda? Le Rwanda a remporté des victoires diplomatiques significatives. Il a légitimé sa présence militaire, obtenu un cadre économique avantageux, maintenu le contrôle territorial par procuration et réussi à négocier des accords qui ne le contraignent pas vraiment. Sur le papier, Kigali est le gagnant. Mais c'est une victoire pyrrhique. Les coûts à long terme de cette stratégie sont énormes. Isolement régional croissant, dégradation de la réputation internationale, perpétuation d'un conflit qui déstabilise toute la région des Grands Lacs et surtout l'impossibilité de parvenir à une paix durable qui pourrait réellement garantir la sécurité du Rwanda. La RDC, de son côté, n'a pas perdu complètement la bataille diplomatique. Elle a internationalisé le conflit, obtenu des engagements formels et maintenu la reconnaissance de sa souveraineté. C'est là le véritable défi. Transformer cette guerre diplomatique en un véritable processus de paix. Pour l'instant, nous en sommes encore loin. Très loin.